Bien, bonsoir à tous et un bonsoir particulièrement à mes étudiants qui ont fait le déplacement depuis l'Orient. Donc je suis particulièrement heureuse d'intervenir ce soir en tant à la fois en poste à l'Université de Bretagne Sud et également présidente du CCO de la RACT Bretagne. Bien, donc on m'a demandé de faire court, de camper un petit peu le décor et de vous expliquer un petit peu en quoi va consister cette soirée. Donc, les accords collectifs et les plans d'action de prévention de la pénibilité au travail, c'est l'objet de la soirée, ce sera l'objet de nos discussions et non la pénibilité en général. On ne va pas parler de tous les dispositifs. Par contre, je vais rappeler un certain nombre d'éléments qui pourront être utiles à la discussion. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler un petit peu le contexte de toutes ces règles et de tout ce qui est mis en place dans le cadre de la prévention de la pénibilité. Tout d'abord, la pénibilité au travail est abordée à l'occasion des lois de réforme des retraites. La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a mis en place les premières mesures prenant en compte la pénibilité au travail. Elle a eu pour objectif, et ça je crois que c'est essentiel de rappeler, de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de plus de 50 ans. Partant du constat suivant, seulement environ 40% des salariés français de 55 ans à 65 ans occupent actuellement un emploi. Donc les problèmes de santé constituent d'ailleurs le principal facteur de cessation précoce d'activité et dans un contexte par ailleurs d'allongement de la vie professionnelle. Donc il y a une contradiction qu'il faut surmonter. Donc la prévention de la pénibilité a pour objet premier de permettre un allongement de la durée d'activité professionnelle en réduisant le risque d'une dégradation de l'état de santé du salarié, en limitant la pénibilité au travail, en limitant l'usure professionnelle. Ça, c'est un élément qui doit rester à l'esprit dans ce cadre. Alors, l'attention portée par les pouvoirs publics à ces questions n'est pas nouveau, il ne date pas de 2010. Dès 2003, une loi du 21 août 2003 a érigé la pénibilité au travail comme un thème de la négociation collective. Et donc, il y a eu une discussion entre les partenaires sociaux, mais malheureusement, cette négociation n'a jamais abouti, notamment sur la question de la définition de la pénibilité. Ensuite, c'est la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice de système de retraite qui est revenue sur ce dispositif afin de le compléter, afin de l'améliorer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette loi elle poursuit deux objectifs qui est à la fois assurer la pénibilité des systèmes de retraite et dégager des droits nouveaux visant à davantage de justice sociale. Forcément, il y a un risque de contradiction entre ces deux objectifs. Si le premier va plutôt dans le sens d'une réduction des dépenses, le deuxième, forcément, peut impliquer des dépenses supplémentaires, même si ce n'est pas toujours le cas, par exemple, sur l'information des salariés. Alors, sur le volet prévention de la pénibilité, cette dernière loi de 2014 vise à mieux prendre en compte la pénibilité au travail, notamment grâce à la définition de seuil d'appréciation des risques professionnels. Donc voilà un petit peu pour ce cadre général. Alors, le deuxième point, c'est le principal apport des réformes de 2010 et de 2014. Ça a été bien sûr, et ça reste le cas, ça a été de définir pour la première fois la pénibilité. Première définition juridique de la pénibilité et des facteurs de pénibilité qui vont avec. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un effort qui avait commencé, comme je vous l'ai dit, en 2003. Les partenaires sociaux n'y sont pas arrivés. Mais dans la loi de 2010, on a repris des éléments de cette discussion entre les partenaires sociaux. Alors, cette définition qu'on trouve désormais dans le Code du travail, ou plutôt cette approche de la pénibilité, met en avant deux éléments très importants. L'exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. Donc, je ne vais pas prendre la peine de les énumérer à nouveau. Vous les connaissez la plupart, et puis on y reviendra plus tard, et dont les effets sont précisés.
Donc c'est précisé, effectivement, c'est détaillé dans un article, dans des articles du code, dans la partie réglementaire du Code du travail. Alors la définition de cette définition a été critiquée car elle est incomplète. Elle ne permet pas, notamment, de prendre en compte les risques psychosociaux. C'est d'autant plus étonnant que la santé au travail, aujourd'hui, s'entend de la santé physique et mentale. Donc on ne peut pas, d'une part, prendre en compte la santé physique dans sa globalité et la pénibilité uniquement sur l'aspect physique. L'autre critique, c'est le fait que cette définition, alors je ne sais pas si c'est vraiment une critique, mais c'est un constat, c'est que la notion de pénibilité est de toute façon complexe. Est-ce qu'il est possible de la définir juridiquement ? Par exemple, il est difficile de prendre en compte la pénibilité ressentie. Et c'est souvent le premier élément que les salariés donnent aux médecins, c'est de dire, pour moi, dans mon travail, voilà ce qui est pénible. Alors, la loi de 2014 a complété le dispositif, avec un décret également, en retenant les propositions du rapport de Virville, et qui a repris les 10 facteurs de pénibilité pour leur associer des seuils, en prévoyant également une mise en œuvre progressive des règles. Donc ces seuils sont désormais fixés par voie réglementaire et ils s'appliquent de façon uniforme à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité. Alors de cette définition légale de la pénibilité, de ces facteurs de pénibilité, découlent différents dispositifs. Je vais rapidement évoquer ces dispositifs sans vraiment rentrer dans le détail, d'autant plus que certains de ces dispositifs ne sont pas du tout stabilisés. Alors, il faut se rappeler aussi que la prise en compte de la pénibilité par ces deux lois ont deux objectifs, à la fois un objectif de compensation, mais à la fois un objectif de prévention de la pénibilité au travail. C'est ce deuxième objectif qui nous intéresse. Alors, parmi ces dispositifs, il y a bien sûr le départ à la retraite à 60 ans, mais sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, notamment d'avoir été exposé pendant 17 ans au moins à un ou plusieurs des facteurs de pénibilité, donc ce n'est pas quelque chose d'automatique. Deuxième dispositif, c'est la fiche de prévention de la pénibilité. L'objectif, très intéressant, dans le parallèle du document unique, c'est d'assurer la traçabilité des expositions. Donc, il revient à l'employeur de consigner dans une fiche pour chaque travailleur exposé au-delà de certains seuils après application des mesures de protection collective et individuelle, donc les conditions de pénibilité, la période au cours duquel il a été exposé et les mesures de prévention qui ont été mises en place. Cette fiche, j'utilise le conditionnel, serait supprimée selon le projet de loi Rebsamen actuellement en discussion. Je ne vais pas regarder aujourd'hui s'il y a des nouveautés. Mais l'employeur serait seulement tenu de déclarer à la caisse de retraite les expositions des salariés aux facteurs de pénibilité. Voilà, simplification qui était demandée par les entreprises. Troisième dispositif, le compte personnel de prévention de la pénibilité, donc qui concerne les salariés qui sont dont l'exposition au risque dépasse le seuil annuel d'au moins un des 10 facteurs, après application également des mesures de prévention. Donc il était prévu également une mise en application progressive, avec d'abord la prise en compte de 4 critères, et puis à partir du 1er juillet 2016, du 1er janvier d'abord 2016, l'application des 6 autres facteurs. Il semblerait que cette date du 1er janvier 2016 serait repoussée au 1er juillet 2016. Ce qui est intéressant dans ce dispositif sur l'aspect prévention, c'est que le salarié va obtenir un certain nombre de points, mais ensuite, il va pouvoir utiliser ces points pour différentes choses, et notamment pour financer une formation, pour une réduction du temps de travail, et bien sûr, pour un départ anticipé à la retraite. Alors, ce dispositif est très critiqué par le patronat. Le Premier ministre a annoncé un assouplissement de ce dispositif le 26 mai dans la suite du rapport Sirug. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire en quoi va constituer cet assouplissement. Enfin, on en arrive au dispositif qui nous intéresse. Ce sont les accords collectifs et les plans d'action. Donc, il devait être, à partir le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2012.
Donc, ces accords ont une durée de vie de 3 ans. Ça concerne les entreprises d'au moins 50 salariés ou qui appartiennent à un groupe d'au moins 50 salariés, en sachant qu'au 1er janvier 2018, il va y avoir une échéance importante, puisque jusqu'à présent, c'était les entreprises qui avaient au moins 50% de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs. Au 1er janvier 2018, ce sera les entreprises dont au moins 25%. Donc ça va accroître le volume d'entreprises concernées par cette obligation. Donc il y a une liste de thèmes qui doivent être traités dans ces accords ou des plans d'action. Alors il faut savoir, c'est que dans la loi de 2010, il était prévu que ce soit un accord ou un plan d'action. C'était au choix de l'entreprise, on va dire. Point très important au niveau de la méthode, vraiment à souligner, c'est que désormais, une entreprise pourra établir un plan d'action uniquement si elle établit que la négociation a échoué. Donc ce sera d'abord la négociation et en cas d'échec de la négociation, le plan d'action et pas la liberté de choisir l'un ou l'autre comme actuellement. Alors l'objectif de cette soirée, pour en revenir, puisque j'ai tracé rapidement les dispositifs qui existent, l'objectif de cette soirée, c'est tirer des enseignements de l'étude sur les accords et plans d'action en Bretagne, savoir en quoi ce dispositif a-t-il impulsé une dynamique de prévention des risques dans les entreprises, lapsus révélateur, prévention de la pénibilité au travail dans les entreprises, quels sont les facteurs facilitants qu'on a pu retenir dans les accords et quels sont les obstacles aussi à ces démarches de prévention des risques. L'intérêt de la réflexion est pour moi va dans 4 directions. Premier élément, c'est qu'on va arriver à l'échéance des premiers accords et plans d'action, comme je vous le rappelle, d'une durée de vie de 3 ans. Donc, la question, c'est que vont faire les entreprises qui avaient un plan ou un accord, qu'est-ce qu'elles vont faire désormais? Deuxième question intéressante, c'est qu'il y a des entreprises qui auraient dû avoir un accord ou un plan d'action qui n'en ont pas établi. Selon certaines études, ce serait 20% des entreprises quand même qui sont concernées, ce qui n'est pas rien. Donc, est-ce qu'avec la nouvelle réforme, elles vont s'engager dans la démarche en tirant profit de ce qu'ont fait d'autres entreprises? Deuxième élément intéressant. Troisième élément, je rappelle que le seuil de déclenchement de l'obligation, enfin un des 2 seuils, entreprises de plus de 50 salariés et d'autre part, donc au moins 50% de salariés exposés, au 1er janvier 2018, c'est-à-dire demain, va passer à 25%. Et enfin, 4e élément, et ça je pense que toutes les entreprises, c'est pas que je pense, c'est que toutes les entreprises sont concernées et devraient avoir cet élément à l'esprit, c'est que la prévention de la pénibilité, ça concerne toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Et peu importe que ce soit une entreprise de 2, 3, 4, 5 salariés ou 3000 salariés, l'obligation de prévention, c'est une obligation générale, comme l'obligation d'évaluation des risques, comme l'obligation de sécurité qui pèse sur les entreprises. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes discussions. Merci.